Je m'appelle Areski Amazouz. Je suis venu d'un village de Kabylie qui s'appelle Azazga, mais je le dirais même en kabyle, il s'appelle Erzogen. C'est une région de Kabylie à l'époque de l'arrivée des Arabes. Ils nous appelaient des Kabylas. Ça veut dire qu'on faisait la résistance contre l'envahisseur et la nuit, on se réfugiait dans les montagnes. Donc en arabe, ça veut dire Kabila. Kabyle, c'est un berbère d'Algérie, comme les berbères du Maroc, comme les berbères en Tunisie, c'est comme les berbères en Égypte. L'arrivée des Arabes à la fin du 7e siècle, ils ont essayé par tous les moyens de gommer cette culture. Et bien, ils n'ont pas réussi. C'est devenu donc une langue qui se transmettait de bouche à oreille en quelque sorte. J'ai habité à 1 kilomètre du centre-ville d'Azazga, dans une maison faite en bois et chaume. Et on avait quelques chèvres pour survivre en quelque sorte, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller s'approvisionner au centre-ville qui nous est interdit. Parce que le centre-ville est occupé que par les colons, c'est que des villas. Et nous, quand on allait traverser, quand on avait 8 ans, rentrer au centre-ville, il fallait passer par un barrage militaire. Donc, si on n'avait pas un laissez-passer, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de la ville. Cette ville ne nous appartenait pas. Malgré que l'armée française venait nous chercher pour aller à l'école laïque, et de l'autre côté, la résistance nous interdisait d'aller à l'école laïque de peur qu'on va être laïcisé en quelque sorte et devenir des Français. Alors que là, il y a une injustice flagrante. C'est même qui nous interdisait d'aller à l'école, leurs enfants allaient à l'école laïque. Là, il y a une injustice flagrante. Et quand je parle, j'ai encore en moi ces blessures. J'ai encore en moi cette injustice qui m'était faite. Quelques privilégiés, on peut dire ça comme ça, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas écouté l'interdiction. Ils disent non, il faut envoyer les enfants à l'école. Même les menaces de la résistance, ils ont réussi quand même à envoyer leurs enfants. Moi, je leur dis bravo. Franchement, bravo, parce qu'ils ont compris qu'on s'en sort que par l'instruction. Mon père, on ne l'a pas vu beaucoup, parce qu'on est rentré en 1954 dans la guerre de libération en Algérie. Donc il est devenu militant du FLN, où il transportait les informations, mais aussi beaucoup d'argent pour l'achat des armes du FLN, le Front de Libération Nationale. Et ma mère a joué un rôle très important dans la résistance parce qu'elle donnait des informations. Elle voyait ses frères qui étaient dans le maquis, donc elle allait les retrouver dans la forêt pour leur apporter, ou le linge, ou leur apporter à manger. Le maquis, c'est des gens qui échappent aux mains à l'armée coloniale de monter dans la montagne et de rejoindre la résistance. Donc on appelle ça les maquisards, le maquis. La France les appelait les félagas. Donc on est devenu par la suite la cible, parce que les collabos ont mouchardé ma mère, notre famille, la famille de mon grand-père, qu'on servi de maison de refuge pour la résistance. Alors un jour, la nuit, ils nous ont tous bombardés à tir de canon. Ma mère, mes tantes, ils nous ont sauvés, nous ont sortis dans la forêt. Et donc on a vu que de la fumée, les cendres, les maisons sont réduites à rien du tout. Et ça, c'est une journée très très pénible, parce qu'après le soir, il n'y avait pas où aller se loger. Et quand on est connu comme maison de refuge, donc personne ne vous héberge, parce qu'il prend des risques pour lui ensuite. Et donc on est devenu quelque chose d'indésirable.
Je me souviens des atrocités qui ont été commises par l'armée, étant très jeune. L'armée qui descendait dans des maisons en dehors de la ville, que l'armée française pensait c'est des refuges de l'ALN ou du FLN. Quand il trouvait un homme à l'intérieur, il le déshabille devant sa famille, devant sa femme, ses enfants, il le mettait à poil. Et ça, c'est des humiliations qui me restent encore gravées dans la mémoire, qui ne s'effaceraient jamais. Et ça, c'est difficile de se séparer, de se souvenir. À chaque fois qu'on parle de la guerre d'Algérie, il y a ces images qui me reviennent comme ça. C'est automatique, c'est impossible. C'est impossible. Mais ceux qui ont pris les fusées pour aller se battre, ils sont tués. D'accord, il y a eu la guerre. Mais ceux qui n'ont rien, ils ont que les mains nues. Les mains nues. Voilà, il y a un souvenir qui m'a marqué aussi, c'est la grève générale lancée par la résistance. Et quand on est arrivé à l'entrée de la ville, on était entouré par l'armée française. Et là, les femmes ont commencé à faire des you-you. Elles ont sorti leur drapeau. C'est la première fois qu'on avait le drapeau algérien flotter vraiment. Pour moi, c'était la première fois. J'ai jamais connu le drapeau algérien, c'était la première fois. C'était pour moi aussi participer à une première manifestation en tant que gamin avec autant de femmes, autant d'enfants. Ça m'a marqué et c'était un pas de plus dans la lutte pour la liberté. Comme on était d'enfants de la guerre, donc nous, les gamins, on avait du mal à croire de sortir de cette façon-là, aller crier. C'était en arabe, vive l'Algérie indépendante. Et puis, sans avoir une armée en face qui te dit, viens ici, toi, la petite bougnoule, qu'est-ce que tu racontes? Donc, c'était quelque chose de formidable. Alors, les rues, toutes les rues des villages autour menaient à Azazga pour fêter cet événement. On avait le droit de défiler, de faire la fête, mais aussi, la plupart, c'est des gens qui attendent leur proche revient. Ceux qui étaient dans la résistance, comme la plupart de la famille à ma mère, eh ben, il n'y a pas un qui est revenu, mais aussi de ma famille. Il n'y a pas un seul qui est revenu. Ils ont tous été tués pendant cette guerre du 1er novembre 1954 au 5 juillet 1962. Par la suite, quand même, on s'est tous fait une raison de dire oui, ils sont morts pour la liberté, donc on les honore, on est fiers d'eux. Ils nous ont au moins donné la liberté de sortir, de marcher, de rentrer en ville, d'aller dans les commerces, de circuler librement. C'était vraiment la liberté. C'est vrai que quand on a été chez les Pères Blancs pour apprendre le français, on ne s'est jamais senti qu'on était dans une école des Pères Blancs religieux. Ils venaient en tenue, le Père Henri, le Père Lancelot, il était habillé en missionnaire, en Père Blanc. Mais ils venaient nous apprendre comme les gens qui allaient à l'école laïque. Voilà, la contradiction, c'est cela. Elle est flagrante. On nous empêchait d'aller à cette école-là. À l'indépendance, on n'avait pas d'autre école que cela pour apprendre. Et donc, moi, j'étais heureux de retrouver le chemin de l'école malgré mon âge, prendre une petite sacoche ou une ardoise alors que j'avais 13-14 ans. Ce n'était pas évident par rapport aux écoliers qui allaient à l'école primaire. Et nous, notre âge ne nous a pas permis d'y aller toute la journée parce qu'il fallait aussi aller travailler, aider la famille, travailler dans les champs. Il fallait gagner sa vie à 13 ans, ramasser les sarments, faire tous les travaux qui est dans une ferme. Donc,
j'arrive à Alger, je découvre une ville qui est bouillonnée, il y a des cinémas, il y a du théâtre, il y a des bus, il y a des voitures, il y a des jardins, il y a des musées, il y a un tas de trucs que je découvre sur Alger. C'était magnifique, pour moi c'était quelque chose. Et puis j'allais avec les étudiants et j'entendais parler, les filles et les garçons, de la culture berbère. C'était la révolution culturelle kabyle. Et que les pouvoirs en place de l'époque n'entendaient pas de cette oreille. Il fallait interdire la culture berbère, il fallait arabiser tout le monde. Et nous, on résistait à cette arabisation. Les meilleurs artistes algériens, les plus grands chanteurs algériens, c'est des Kabyles mais chantent en arabe. On a besoin de recruter des gens qui ont un petit peu une base pour faire cette formation-là. Est-ce que ça te dit d'y aller faire cette formation dans une école à environ 80 km d'Azazga, qui s'appelle Mechtras, mais dans une région sortie de la guerre. Il ne restait plus rien. Il ne restait ni olivier, ni figuier, ni arbre fruitier. Il ne restait plus rien. En sortant de l'école de formation professionnelle, donc je suis allé former les gens de village en village. J'ai emmené les premiers autour d'un olivier qui a été brûlé, cramé. Tout le champ d'olivier était cramé. Il ne restait que des troncs et donc il commençait à avoir des pousses sur les côtés. J'étais arrivé, je lui ai dit voilà, je leur ai expliqué comment on fait une taille de rajeunissement pour un arbre qui a souffert. C'est une fois qu'ils me voient pratiquer, travailler comment je taille les arbres, c'est là qu'ils commencent à s'intéresser à mon travail. Mais parce qu'ils disent, c'est un gamin. J'avais 16-17 ans. Donc ils disent, mais c'est pas lui qui va nous former. Moi, je peux vous dire que le travail que j'ai fait et que j'ai transmis, mon savoir que j'ai transmis de village en village, je suis quand même resté longtemps sans être payé. Il a fallu organiser une grève pour aller à Tizi Ouzou pour exiger qu'on soit payé les jours de l'Aïd. Parce que les papis, les pères de famille qui travaillaient avec moi, les pauvres, la fête de l'Aïd d'El Kébir est arrivée, ils n'avaient pas leur paye. Et donc moi, j'ai dit mais c'est une injustice flagrante, on ne peut pas l'accepter. Et ben j'ai emmené tous les gars à Tizi Ouzou, on a obtenu le paiement de 2 mois. Et moi je suis devenu la bête noire à abattre. Qu'est-ce que c'est que ce jeune qu'on a formé? Il ose faire une grève au FLN. Et donc à un moment donné, ça a posé cette question d'injustice. Le gendarme, il fait sa loi, le flic, il fait sa loi, le maire, il fait sa loi, le mec du FLN, il fait sa loi. Moi, je ne sais pas de ça. Mon père, il ne s'est pas battu pour ça. Mes cousins, ils ne sont pas morts pour ça. Mais la famille de ma mère, elle n'a pas été décimée pour ça. La famille des voisins, etc., ils sont morts pour que l'Algérie vive libre et indépendante et tout le monde puisse avoir sa place. Et non. On se retrouve cadenassé. La pensée unique, c'est le FLN, point à la ligne. Et donc, moi, je ne supportais pas cette... Non, je ne ferme pas ma gueule. À 17 ans, je vais fermer ma gueule? Non. L'Algérie possédait des jeunes qui ne savaient pas quoi faire. En France, on avait besoin de main-d'œuvre parce que les chaînes de montage, comme dans les charbons, comme partout, les éboueurs, etc., on a besoin de bras pour travailler. Il fallait s'inscrire à l'OMI. L'OMI, c'est l'Office national de l'immigration. On allait trouver des médecins français qui nous examinaient si on n'avait pas de maladie, si on avait la force suffisamment, si on avait tous nos dons, nos forces, pour aller travailler en France. Donc, une fois qu'on a passé cette visite médicale, on vous déclare apte ou inapte, comme à l'armée. J'ai pris mon billet d'avion que ma grand-mère maternelle m'a payé et je me suis payé une veste et un pantalon, des chaussures, une chemise correcte et je suis parti. Mais il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je dis, je voulais te faire une surprise, mais bon, voilà. Je
suis arrivé, et puis il m'a présenté à tous ses copains de travail. Voilà, c'est mon jeune frère qui vient d'arriver. Donc il m'a pris dans sa voiture, je me souviens comme aujourd'hui, c'est une 404 noire. Il m'a emmené dans le 17e chez des gens d'Azazga. Donc c'est un grand restaurant au 121 boulevard Bussière qui s'appelle Le Grillon, qui existe toujours. On est arrivé, j'ai trouvé tout le village. Donc, il y a une communauté de Kabyles qui est très, très, très solidaire. Quand on arrivait d'Algérie, tout le monde est là pour dire est-ce que tu as ce qu'il faut, tu as mangé, tu as une chambre, tu as du travail, tu as des vêtements. Le dimanche, il faut que tu sors avec eux, chemise, cravate, bien propre. Hein. C'était la solidarité kabyle. Et on habitait dans les bistrots kabyles, même des fois, on s'entassait à 3, à 4. Bon, moi, je n'ai pas connu ça. J'ai habité dans une chambre de bonne. Dès que j'étais arrivé, mon frère m'a trouvé une chambre de bonne dans le 16e arrondissement, s'il vous plaît, au 7e étage, escalier de service. Je me présente dans une agence d'intérim, boulevard Strasbourg-Saint-Denis. On me dit, oh, tu peux commencer ce matin, mais chez Renault, dans l'île Seguin. Moi qui ne connaissais rien du monde de l'usine, je ne connaissais pas comment il est fait une usine à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est une usine, j'arrive. L'entrée de l'île Seguin, c'est une grande, grande esplanade. Quand on regardait en haut, il y a une chaîne qui circulait, qui transportait des ailes de voiture, des portières de voiture, des sièges de voiture pour alimenter les chaînes de montage. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'impressionnant. Ils m'ont dit, voilà, tu viens avec nous, on va te donner un bleu, on va te donner des chaussures de sécurité et on va te donner les clés. Tu vas aller travailler sur la petite chaîne moteur pour monter des dynamos sur un moteur de Renault 4. Ça, j'ai appris très très vite. En une demi-journée, même pas, j'ai appris tout ça. Là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a choqué quelques jours après que je suis arrivé comme intérimaire chez Renault. C'est de voir énormément de gens âgés, mais vraiment des gens âgés qui continuent à travailler à la chaîne. Mais ça fait longtemps que vous êtes ici à la chaîne. Elle me dit, oui, mais mon garçon, tu vas voir. Et tu vas faire la même chose que nous. Mais je dis, mais attends, vous n'avez pas eu de chance de faire des formations, de sortir, d'aller faire autre chose que de faire ce travail à la chaîne toute votre vie? Ils m'ont dit, oui, mais ils ont travaillé à la Savième en chaîne, ils ont travaillé chez Berlier en chaîne, ils sont arrivés chez Renault en chaîne, et donc ils sont partis à la retraite en chaîne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie d'évoluer chez Renault. C'est une façon de s'insérer chez Renault, mais aussi s'insérer dans la société. Parce que l'insertion, c'est ça. Eh bien, Renault leur refuse cette insertion. Donc, comment voulez-vous, après, il s'insère dans son quartier, comment il va parler à ses enfants, qu'est-ce que tu fais, papa, chez Renault? Je serre le même boulon, et toute ma vie, je serre le même boulon, et c'est pas... Donc, il ne faut rien dire aux enfants, parce que dans les camps, il vaut mieux leur dire scolarité, parce que je n'ai pas envie que mes enfants refassent la même chose que moi, quoi. J'ai fait ma demande de mutation pour dire à la direction de Renault, voilà, moi j'avais un CAP d'arboriculteur, je peux faire autre chose que de travailler à la chaîne. On m'a dit non, il n'y a pas autre chose. Je voulais être routier parce que Renault il transportait des pièces inter-usines. Non, on m'a refusé cette formation-là. Non, bon, d'accord, j'écoute, j'observe, je continue à faire mon travail, je continue à travailler sur la chaîne. Et puis, à un moment donné, je parlais avec les gens, je dis, mais bon, toi, tu parles bien, pourquoi tu ne peux pas être délégué? Non, moi, non. Et puis, tout le monde m'est tombé dessus. Pourquoi? Parce que peut-être je parlais, parce que je discutais, parce que je chantais, parce que, bon, j'ai un contact très facile avec tous les copains. Et puis voilà qu'on me propulse en 1975 au poste de délégué du personnel dans mon atelier. Ils ont voté pour moi à 84%. Parce que là, à ce moment-là, je me suis retrouvé secrétaire du syndicat dans l'île Seguin. Et j'ai demandé à Renault de réfléchir à la formation des ouvriers qui le souhaitent. Eh bien, c'est un non catégorique. Et donc, on a déclenché la grève, on a soudé les portes. 31 jours de grève, personne ne rentrait. Et donc, à un moment donné, la direction, elle s'est mise à table pour discuter de l'augmentation de salaire, de 700 francs à l'époque. 700 francs,
nous, on a dit, c'est bon les 700 francs, mais ce qu'on a demandé, nous, c'est d'avoir des métiers. Ne pas rester OS à vie. C'était le mot d'ordre. Tous les tracts, toutes nos interviews dans les radios, à la télévision, c'est de dire ne pas rester OS à vie. Donc, donnez-nous les moyens de nous former, de nous sortir de là. Voilà. C'est là où je prenais la parole pour m'adresser aux travailleurs sur les revendications en particulier de l'île Seguin en général. Camarades, ce matin, la direction Renault a convoqué un comité d'entreprise extraordinaire pour nous informer, malheureusement, encore une fois, pour supprimer des emplois, pour encore une fois aggraver les conditions de travail, pour encore une fois faire du mal au monde du travail. Donc, le rendez-vous demain pour les deux équipes, leur montrer notre détermination et que nous n'allons pas laisser la direction ni casser l'entreprise, ni casser les hommes qui ont fait cette entreprise. Ah putain. Là, je me voyais parler à des centaines et des centaines de travailleurs de l'île Seguin. Ah, je voyais tout le monde là. Je crois que moi, l'usine, pour moi, c'est mon université. Je n'ai pas eu la chance d'aller au collège, ni au lycée, ni à l'université. Mais pour moi, mon université, c'est l'usine, c'est l'île Seguin. Parce qu'il y a un esprit de solidarité, il y a un esprit de fraternité. Il y a l'amitié qui se crée même quand on ne parlait pas la même langue. Vous vous rendez compte? J'ai connu des gens qui sont venus de l'Asie, et des gens qui sont venus de Tunisie, ils ont formé des couples. C'est magnifique. Et ça marche très bien. Parce qu'aussi, il faut le dire, qu'on a un comité d'entreprise qui organise toutes les festivités en direction des travailleurs immigrés, en faisant venir des chanteurs du Maroc, d'Algérie, de partout, de Tunisie, des ballets africains. Le premier comité d'entreprise qui a fait rentrer la culture dans l'île Seguin, c'est chez Renault. Le 27 mars 92, la dernière voiture est sortie des chaînes. Le 31 mars, l'usine est fermée. Et les gens pleuraient, ils avaient que leurs yeux pour pleurer, parce que personne n'imaginait qu'un jour cette usine va fermer. Personne. Il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments où on a rigolé, il y a des moments formidables. On se croisait, on s'est rencontrés, c'est grâce à cette entreprise. Nous sommes venus d'ailleurs. Donc il y a quelque chose dans cette entreprise que nous, on ne souhaite pas qu'elle s'efface. L'amitié, la solidarité, la fraternité. Ça, on ne veut pas que ça s'efface. On l'a construit. J'ai créé l'association Atrice en 1994 avec un groupe de copains qui a pour objectif le recueil de la mémoire des anciens travailleurs de Billancourt, île Seguin, et avec un lieu de mémoire. Et ce lieu de mémoire aujourd'hui existe. Il est dans l'île Seguin. Il y a 240 mètres carrés. Il retrace l'île Seguin avant, pendant et après. Quand on se bat pour la justice sociale, quand on se bat contre les inégalités, quels qu'elles soient les obstacles qu'on peut trouver devant chez nous, on arrive toujours à les franchir. Parce qu'on est sincère, parce qu'on est franc, parce qu'on se bat pour la justice sociale. Voilà, que je continue à me battre pour les générations futures. Voilà.